Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand honneur d'être sur cette scène aujourd'hui et de vous partager du mieux que je peux et de la manière la plus transparente possible mes différentes expériences d'innovation radicale, de faire passer des projets de 0 à 1, de passer de l'idée à l'exécution, de l'idée à l'action. Et donc, merci encore pour l'invitation. Si ce n'a jamais été fait avant, c'est qu'il y a une bonne raison. Je ne sais pas combien de fois, j'ai entendu cette phrase. En revanche, ce que je sais, c'est que depuis 8 ans que je fais, des choses qui n'ont jamais été faites avant, c'est qu'il y a souvent des raisons pour lesquelles, elles n'ont jamais été tentées et que celles-ci sont rarement bonnes. En revanche, ce que j'ai observé, c'est que ces raisons, souvent, elles sont légitimées par ce qu'on appelle, la path dependency, la dépendance au sentier. Donc plus, prosaïquement, c'est, cette idée de dire: «On fait les choses comme on a toujours fait, sans les remettre en question, parce que c'est plus facile, parce que c'est plus confortable». Et un très bon exemple de ça, c'est nos claviers d'ordinateur. Aujourd'hui, on a, des claviers, AZERTY et QWERTY parce que, dans le passé, quand il y avait des machines à écrire, il fallait pas que les bras des touches s'en mêlent. Donc on avait mis les lettres qui étaient le plus souvent employées ensemble, le plus éloignées les unes des autres. Quand l'ordinateur est arrivé, personne ne s'est posé la question de se dire: «En fait, il y a plus de rationnel derrière ça» et on a bêtement reproduit le même système et aujourd'hui, on y est habitué. Donc encore une fois, c'est tout à fait normal, c'est humain de faire comme on a toujours fait parce qu'on sait toujours ce qu'on perd et jamais ce qu'on gagne. Le changement, c'est inconfortable. Le changement, ça fait peur. Le changement, ça requiert de se remettre en cause et de remettre en cause tout ce qu'on connaît. Et c'est pour ça que malheureusement, il n'y a peut-être pas suffisamment ou pas autant d'innovations qu'on aimerait. Et aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles elles sont trop peu ou pas autant qu'on aimerait soutenues en termes d'innovation, et notamment quand ce sont des innovations radicales, donc qui remettent vraiment en cause les fondamentaux et les basiques. Mais c'est bel et bien en sortant de sa zone de confort, en faisant cet exercice de réinterroger les fondamentaux, qu'on peut vraiment changer le monde, vraiment révolutionner les usages, les modes de vie. Et donc, avant de vous parler plus concrètement des 2 aventures que j'ai lancées et amenées from zero to one, donc règles élémentaires et commune co-living, je vais vous en dire un petit peu plus sur moi, qui je suis, pourquoi je suis là et pourquoi je me suis lancée dans ces aventures révolutionnaires, titanesques, qui sont fatigantes, épuisantes, mais qui me rendent extrêmement heureuse au quotidien et qui, je l'espère, changent la vie de millions de personnes. Donc je m'appelle Tara, je suis née et j'ai grandi à Paris, dans une famille multiculturelle, aimante, et je viens de fêter mes 30 ans il y a quelques semaines. J'ai eu la chance de faire des études, assez longues, diverses et variées. J'ai commencé par faire, Sciences Po, donc à l'époque où je pensais que la politique, changeait le monde, mais avant de me rendre compte que c'était vraiment, l'innovation et l'entrepreneuriat, qui étaient moteurs, de l'innovation. J'ai ensuite fait des études, de finance en Angleterre, puis des études d'énergie et d'environnement. Avec mes diplômes, j'ai eu la chance donc de pas mal voyager, de pas mal bouger. J'ai étudié donc en Angleterre, en Russie et aux États-Unis. Et après, je me suis rendu compte que l'herbe n'était pas toujours plus verte ailleurs. Et en 2017, après avoir vécu le Brexit en live et l'élection de Trump en live, je me suis dit que la France, c'était très cool. Et donc, je suis revenue en France en 2017. J'ai toujours pratiqué une activité artistique. Enfin, depuis que j'ai 3 ans et demi, je fais de la sculpture et j'écris aussi beaucoup. Je le dis parce que ce sont des activités qui sont, un, nécessaires à mon équilibre, mais deux, ce sont aussi des choses qui nourrissent ma créativité au quotidien et qui me permettent de prendre du recul sur plein de choses. Et ensuite, j'ai un caractère d'insatisfaite permanente, ce qui n'est pas forcément facile au quotidien pour mon entourage, mais qui est définitivement
un avantage et un plus dans mes aventures entrepreneuriales, quelles qu'elles soient, parce que j'ai chevillé au corps cette volonté de faire mieux, d'améliorer l'existant et parfois voilà, de vraiment révolutionner ce que j'ai devant moi. Donc ça, c'est pour qui c'est un peu mon background. Et ensuite, aujourd'hui, qui suis-je? Donc aujourd'hui, on me définit souvent comme une serial entrepreneuse sociale. Moi, je dis plutôt que je suis une innovatrice multirécidiviste parce que ce qui m'anime au quotidien, c'est vraiment de défricher. C'est d'aller là où personne n'a voulu aller. C'est de regarder là où personne n'a voulu voir. C'est d'écouter ce que personne n'a voulu entendre et avec également cette vision très forte de aussi dire tout haut, d'agir sur plein de sujets que plein de gens imaginent depuis longtemps, mais ne se lancent pas forcément eux-mêmes dans l'action. Et je pense, à titre individuel, être vraiment beaucoup plus dans l'action que la revendication. C'est comme ça que je me suis construite et c'est comme ça qu'on change les choses. Et comme je dis souvent aux gens que je rencontre, à mes équipes, à des étudiants et à des étudiantes, fait, c'est mieux que parfait. Comme on dit en anglais, done is better than perfect. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a animée dans toutes mes aventures et continue de m'animer aujourd'hui. Et donc, comme vous l'avez peut-être vu ou comme vous le savez peut-être, je suis la fondatrice d'une association qui s'appelle Règles élémentaires, que j'ai fondée en 2015 quand j'étais étudiante en master. C'est la première association française de lutte contre la précarité menstruelle. Donc, pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant, la précarité menstruelle, c'est la difficulté ou l'impossibilité de se procurer des protections périodiques et donc l'impossibilité de vivre ces règles dignement. C'est une association qui existe depuis 2015 et qui aujourd'hui a permis de changer les règles très concrètement et les lois, j'y reviendrai. Et plus récemment, depuis 2021, je suis la cofondatrice aux côtés de mon associé Ruben Petri de la toute première société au monde de co-living dédiée aux familles monoparentales qui s'appelle Commune. Et donc le co-living, vous n'êtes peut-être pas tous et toutes familiers ou familières du concept, mais c'est à la fois très ancien et très nouveau. C'est une offre de logement et de services clé en main qui permet à un public spécifique de poser ses valises, de se décharger mentalement et de reprendre pied. Et nous, en l'occurrence, c'est spécifiquement le public des familles monoparentales qu'on a choisi. Et je vais revenir sur pourquoi ce public. Ces projets sont très différents. Règles élémentaires, c'est une association à but non lucratif. C'est sur un sujet de santé. C'est une initiative étudiante à la base. Là où Commune, c'est une société à mission avec des ambitions mondiales. Mais en fait, il y a beaucoup de similitudes. Et quand on me demande la genèse de mon parcours entrepreneurial, j'attribue vraiment le point de départ à la création de Règles élémentaires. Et pourquoi? Donc, c'est quoi les points communs, les similitudes? Les similitudes, c'est que les deux sont des initiatives absolument pionnières. Donc, Règles élémentaires, c'est une première à l'échelle nationale. Ça n'existait absolument pas avant 2015. J'ai fait la tournée des popotes. Je suis allée voir les plus grandes associations de lutte contre la précarité en France et ailleurs. Et on m'a dit, non, c'est un sujet qu'on ne traite pas. Donc allez-y si vous voulez. Grosso modo, c'était ça. Commune, c'est une première, non pas française, mais une première mondiale. Ça n'existe nulle part ailleurs, contrairement à ce à quoi on s'attendrait. Enfin, nous, les premiers retours à chaque fois qu'on parle de Commune, c'est faux que ça n'existe pas déjà. Quand on est allé lever des fonds, les premières réactions, c'était « mais ça n'existe pas aux États-Unis, ça n'existe pas dans les pays du Nord ». Non, on est une première mondiale. Et au cœur de ces deux démarches, de Règles élémentaires ou de Commune, il y avait vraiment cette conviction de dire en fait l'état actuel des choses n'est pas satisfaisant, faut changer les choses, faut l'améliorer, faut repenser à la racine
les problèmes qui existent et comment on en trouve des solutions. Si j'ai appelé cette keynote innovation radicale, challenger l'ordre établi en œuvrant pour le bien commun, c'est vraiment avec cette idée de radicalité, non dans le sens très polémique et médiatique du terme, mais de radical de la racine. En fait, il faut revenir aux fondamentaux, il faut revenir aux basiques, il faut aller sur le terrain, il faut faire des entretiens, des focus group, interroger des chercheurs, des chercheuses, des sociologues, des experts, des expertes, pour vraiment mettre les choses à plat et pouvoir commencer un projet innové sur des bases saines et également avec tout le progrès technologique qui peut exister et qui peut accélérer l'innovation. Donc, 2 projets très différents, mais avec beaucoup de similitudes. Et aujourd'hui, c'est ça dont je vais vous parler. Et je vais revenir sur la genèse de chacun des 2 projets, ensuite leur développement et les enseignements pour peut-être inspirer certains et certaines d'entre vous à se lancer dans de l'innovation radicale au service du bien commun. Donc déjà, il y a un mythe que j'aimerais debunk dès à présent, c'est donc je n'ai ni été victime de précarité menstruelle moi-même et je ne suis pas maman solo. Je pense que 99% des personnes que je rencontre me demandent si j'ai lancé cette initiative ou l'autre par une expérience personnelle. Alors, évidemment, on est tous et toutes au contact potentiellement de victimes de la précarité menstruelle et de parents solo parce que les chiffres nous le disent, les chiffres sont là. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai moi-même ressenti dans ma chair. Et c'est quelque chose d'important parce que avoir ce regard extérieur, ça peut être un véritable plus, surtout au moment où on se lance dans un projet d'envergure. Ça permet d'avoir une approche rationnelle et moins émotionnelle. Après, ça ne veut pas dire que si vous êtes vous-même aux prises avec un sujet ou une problématique, vous ne pouvez pas le lancer. Mais en revanche, moi, ce que j'observe, c'est que dans mon expérience, ça m'a souvent aidé de pouvoir avoir ce regard assez détaché, d'avoir cette overview et cette approche très holistique et justement, quelque part, avoir une approche assez naïve, assez candide, de dire, bon, ben, en fait, voilà, il y a un problème, c'est quoi la solution ? Et de mettre en place des briques de manière très pragmatique. Règles élémentaires, à titre personnel, je ne m'étais jamais intéressée aux fluides corporels et au sujet de la précarité menstruelle que j'ai moi-même découvert en fait simplement en 2014 quand j'étais étudiante en Angleterre et que j'ai moi-même été sollicitée par une association étudiante de mon université qui faisait une collecte de protection périodique comme les banques alimentaires peuvent collecter des denrées alimentaires ou comme toutes et tous, vous avez peut-être participé déjà à des collectes vestimentaires. Et en fait, à ce moment-là, j'étais dans mon master en finance, je faisais plein de choses, j'avais plein d'activités, j'avais déjà eu des engagements associatifs, etc. J'avais participé à ce type de collecte, mais jamais je n'avais donné de tampon ou de serviette. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est fou. Je me suis jamais posé la question de comment les femmes à la rue faisaient pour gérer leurs règles. Donc, soit je me suis jamais posé la question parce qu'en France, c'est pas un problème, c'est pas un besoin, et parce qu'on a traditionnellement cette vision de la France qui est quand même un État beaucoup plus social que l'Angleterre. Et donc, je me suis dit, soit c'est parce qu'il n'y a pas de besoin et que c'est tout à fait couvert en France, soit c'est parce qu'il y a un énorme tabou. En me réinstallant en France en 2015, continuer de me trotter dans la tête, surtout que j'en avais parlé à pas mal d'experts et d'expertes, à des médecins. Tout le monde me disait, bah non, ouais, on s'est jamais posé la question, c'est pas comment elles font, quoi. Donc, ok. Et je suis allée voir les organisations référentes du secteur, notamment le SAMU social de Paris à l'époque, qui m'a dit c'est un énorme problème. Aujourd'hui, on est incapable de répondre à cette demande. Ce sont nos infirmières sur le terrain qui, de temps en temps, dépannent avec leur fond de sac les rares femmes qui osent demander publiquement ce type de produit. Et le SAMU social à l'époque m'a dit de manière très claire, nous, on n'a pas... les ressources en interne et la volonté de se lancer dans cette campagne de communication qu'il faudrait pour alerter sur le sujet, parce que c'est trop d'efforts pour trop peu de résultats. Mais si vous voulez y aller, allez-y. Et c'est comme ça que Règles élémentaires est né sur un coin de table à Sciences Po, quelques semaines après les attentats, alors qu'on était en plan Vigipirate. Et en fait,
C'était aussi un contexte qui a fait, enfin, il y a un soutien populaire, une émulation globale, parce qu'on était quelques mois après aussi le retoquage à l'Assemblée nationale et au Sénat, pardon, de l'abaissement du taux de TVA sur les protections périodiques. Donc, en fait, le grand public s'était rendu compte du poids budgétaire que ça avait. Et donc, enfin, j'ai lancé ça sur un comptable à Sciences Po, ça a été repris par les médias et il y a eu un effet boule de neige et on a reçu des colis de la France entière, etc., etc. Ça a été une aventure étudiante, puis ensuite qui s'est professionnalisée, j'en parlerai un peu plus. Mais donc voilà, donc, le fruit d'une initiative à laquelle j'ai été en contact avec un timing et derrière une action assez basique, pratico-pratique, en partenariat donc avec le SAMU social qui disait vous pouvez collecter, on redistribuera, parce que j'avais bien conscience que ma force de frappe n'était pas dans la redistribution, enfin que j'avais pas du tout cette légitimité d'action là. Et c'est comme ça que Règles élémentaires est née. Commune, là aussi, un peu le fruit du hasard. J'ai commencé ma carrière dans la tech, chez Uber plus exactement, en opération. Et je ne suis pas restée très longtemps. Ça a été un passage très formateur, mais aussi très court. Et en fait, quand je suis partie en 2019, j'ai été chassée par une grosse boîte de co-living qui se développait en Allemagne et recherchait son ou sa Head of Ops pour l'Allemagne. Donc, moi, j'ai passé quelques entretiens avec les fondateurs de cette boîte. Et très vite, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie de faire du co-living pour jeunes pros qui travaillent dans la tech à Berlin, mais que le co-living et la vie en communauté réinventée au XXIe siècle avait beaucoup, beaucoup de potentiel pour des publics isolés. Donc ça, on est en 2019. Entre-temps, je fais plein d'autres choses. Je reprends notamment la direction générale de communes pour professionnaliser le projet et le faire passer d'un projet étudiant à aujourd'hui une association qui gère presque 1 million d'euros de budget avec une équipe d'une quinzaine de personnes et une visibilité très forte. Et je dis à mon board de l'époque, moi je suis OK pour rejoindre 12 et 18 mois et finalement je suis restée 17 mois parce que j'avais toujours un peu cette idée de co-living qui me trottait dans la tête. Sur ce Covid, sur ce confinement, et là, ça m'explosait à la figure en décembre 2020 que, au-delà d'une pandémie de Covid, on est face à une pandémie de solitude et que les gens enfermés entre quatre murs, chacune chez soi, ça va pas du tout, que la santé mentale est en chute libre, etc. Je regarde d'abord le public des seniors en me disant c'est un public particulièrement vulnérable. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont déjà en cours pour ce public-là. Je me rends compte aussi que en période de pandémie, ça ne va pas du tout être le groupe démographique le plus simple à adresser. Et en fait, pendant que je fais mon étude de marché, je me rends compte de l'éléphant dans la pièce qui est le groupe des familles monoparentales. Les familles monoparentales, c'est une famille sur 4 en France, quasiment 1 sur 3 en Île-de-France. Et ce ne sont des chiffres qui ne sont amenés qu'à augmenter parce qu'il y a de plus en plus de monoparentalité choisie avec de plus en plus de parcours d'adoption et plus récemment avec les progrès, et notamment en termes de bioéthique, tout ce qui est PMA en solo. Donc, je vois ça, je réalise qu'en fait, les familles monoparentales ont des besoins de logement hyper spécifiques, qu'elles n'ont absolument pas accès au logement dont elles ont besoin, qu'elles sont seules, en fait, que les parents solos sont seuls à assurer une charge que traditionnellement on assume à 2, et même à 2 c'est compliqué, et vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut un village pour élever un enfant, et que au milieu du Covid, enfin c'est l'enfer absolu, grosso modo. Et donc, ça devient une évidence que un mode de vie en communauté où chacune a son cocon privatif avec sa chambre à soi, et ça, c'est quelque chose d'hyper important et on pourra en reparler plus tard, mais en même temps, des lieux de socialisation, une communauté de soutien et d'entraide, c'est absolument essentiel. Et à ma plus grande surprise, je me rends compte que ça n'existe nulle part ailleurs, que ça n'existe pas aux États-Unis, que ça n'existe pas dans les pays du Nord, qu'il y a quelques vagues initiatives associatives pour des mères victimes de violences conjugales avec leurs enfants, mais donc on est vraiment sur une approche de foyer et pas du tout l'approche de co-living 3.0 clé en main
zéro prise de tête, et qu'il y a eu quelques vagues initiatives de co-living non spécialisés, donc en fait qui mélangeaient des jeunes actifs, des jeunes pros, avec des parents solos. Mais en fait, là, ça me saute aux yeux que c'est absolument pas efficient parce que c'est justement avec des économies d'échelle, avec une spécialisation des services de l'offre qu'on va pouvoir à la fois faire des économies à ce groupe démographique qui est le plus à risque de précarisation en France, mais aussi dans la plupart des pays de l'OCDE, qu'on va pouvoir également offrir des services qui leur facilitent le quotidien. Donc, ça va de l'assistance juridique en passant par le soutien scolaire, le ménage, mais aussi la préparation de repas, les cours de sport, etc. Tout ça sur place. Et enfin, que c'est ça qui va nous permettre de lutter contre l'exclusion sociale, parce que les parents solos nous ont beaucoup dit que la difficulté au-delà des difficultés financières, c'est le tête-à-tête permanent avec son enfant face à un quotidien qui est absolument pas facile et le manque de compréhension par d'autres adultes. Donc voilà, comment sont nés ces projets, donc d'horizons très différents, et à chaque fois, là aussi, un timing où en fait le sujet de la monoparentalité, quand j'ai eu l'idée de commune, il y avait un livre sur le sujet, Le genre du capital, un podcast, et en fait, en septembre 2021, donc quelques semaines après que je me sois associée avec Ruben Petri, rapport de l'INSEE, sortie de la série Made de Netflix et campagne présidentielle où tout le monde en a parlé. Donc, il y a là aussi eu un très fort momentum. Et donc, j'insiste sur l'importance du fait que voilà, il y a des super projets qui naissent à plein de moments, mais parfois vous êtes en avance sur votre temps et ça va tuer votre projet. Parfois vous êtes trop tard et vous arrivez trop tard et il y a déjà beaucoup plus et beaucoup trop de personnes déjà impliquées. Et voilà, et ce momentum, on ne le contrôle pas, mais en revanche, on peut le monitorer. C'est des signaux faibles, c'est une curiosité permanente, c'est de la découverte, de l'écoute. C'est des échanges et c'est clé, c'est un facteur clé de réussite dans n'importe quel projet. Sur Commune, à la différence de Règles élémentaires, et grâce à mon expérience chez Règles élémentaires, j'ai fait le choix de m'associer à quelqu'un, et donc à Ruben Petri, qui est le meilleur cofondateur dont on puisse rêver. Et c'est hyper important parce que j'ai vraiment connu dans mes précédents projets la solitude de la dirigeante, et surtout quand on fait des choses qui, là encore, n'ont jamais été faites avant, on est souvent seul contre le monde entier. Et donc, c'est hyper précieux et important, je pense, de bien s'entourer. Et en tout cas, c'est ce que mes expériences me montrent. Et ça passe par potentiellement des associés, mais ça passe aussi par votre choix d'actionnaires, vos choix de partenaires, mais aussi vos amis. Enfin, vos amis sont clés dans la réussite de vos projets, votre famille, etc., etc. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur le développement et les enseignements? En fait, à chaque fois, sur ces deux projets, je ne me suis pas lancée bille en tête en mode je vais tout révolutionner, mais en revanche, je me suis vraiment posée avec une approche assez data-oriented de me dire, en fait, où est-ce que j'ai de la valeur ajoutée? En fait, qu'est-ce qui existe déjà? Je ne vais pas réinventer la roue, mais qu'est-ce que je peux apporter? Et donc, en fait, par exemple, sur Règles élémentaires, c'était très clair que ce n'était pas moi qui allais faire la redistribution, ni ensuite l'équipe de Règles élémentaires, et que nous, notre force de frappe, elle allait résider dans faire prendre conscience aux gens de la problématique, de mettre en place la communication, les réseaux logistiques, les outils technologiques, etc., mais que la redistribution, on l'a laissée à des professionnels de santé. Chez Commune, très vite, on s'est rendu compte que notre activité, notre valeur ajoutée, ça n'allait pas être, par exemple, de détenir les murs des résidences qu'on opère, que nous, on allait d'abord et surtout être dans l'exploitation sur vraiment raffiner notre solution, apporter une réponse clé en main, un outil aussi technologique qui facilite la vie au sein des résidences, une offre servicielle très poussée, mais que typiquement,
la détention des murs, c'était pas l'objectif numéro un, parce que ça nous prendrait énormément d'énergie, énormément de capital, et qu'il y a des gens, des asset managers, des foncières, des fonds d'investissement qui font ça très bien. Donc c'est très important de savoir là où on apporte de la valeur, et là où on a quelque chose qu'on peut changer avec son propre bagage, ses propres expertises. Ensuite, s'entourer, et ça je l'ai dit, je l'ai redit, et c'est vraiment, enfin, c'est essentiel de travailler avec des gens dont, enfin, en qui vous avez confiance, dont vous êtes sûr de la reliability, dont vous êtes sûr que vous pouvez leur déléguer des choses, et c'est à tous les niveaux. Et surtout, ce qui est important, c'est que, en fait, s'entourer, ça vient souvent, parfois, par les chemins les plus obscurs. Et il y a 2 exemples, moi, que j'aimerais vous donner. C'est chez Règles élémentaires, on avait un énorme sujet logistique, et du jour au lendemain, on a reçu un don incroyable de plusieurs millions de paquets de protection périodique d'un grand fabricant qui, grosso modo, nous livrait des palettes entières, mais on n'avait pas un centime ni aucune infrastructure pour réceptionner ces palettes, à part nos petits bras, quoi, grosso modo. Donc là, on peut pas passer à côté de ce don incroyable, et en même temps, on va pas mettre à risque notre structure, risquer des accidents du travail, à faire un métier qui n'est pas le nôtre. Et donc, j'ai fait un appel à l'aide sur LinkedIn. LinkedIn est mon réseau social favori. Le ROI de LinkedIn est incroyable. Donc, c'est aussi l'un de mes grands conseils d'innovatrice. Utiliser et exploiter LinkedIn. Et en fait, j'ai écrit, j'ai tapé logistics sur la barre de recherche, et j'ai écrit à la directrice logistique de LVMH, qui, contre toute attente, m'a reçue et qui m'a dit « Ok, je vous mets en relation avec le responsable logistique de Sephora, vous allez le rencontrer. » Et en fait, depuis 2019, on a un partenariat, Règles élémentaires, Doré, Sephora, et en fait, chaque année, eux prennent en charge un certain volume de palettes avec une gestion industrielle. Inversement, chez Commune, j'ai créé un autre projet, j'ai créé un objet, et j'ai déposé un nom de marque, et un jour, quelqu'un m'a écrit sur LinkedIn en disant, je vous ai découvert parce que vous aviez enregistré ce nom de marque qui m'intéresse parce que je fais ceci, cela, machin. Mais j'ai vu que ça n'était pas votre activité principale. Et en fait, j'ai vu que vous aviez lancé Commune Co-Living. Il se trouve que j'ai un bien immobilier qui fait près de 1000 mètres carrés en région parisienne. Est-ce que ça vous intéresse? Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que s'entourer, c'est essentiel. Et surtout, le soutien va venir de voies obscures, et donc vraiment garder toujours cette ouverture d'esprit 360. Prenez des calls, rencontrez des gens, c'est absolument essentiel, et je pense que c'est ce que vous faites aujourd'hui, et c'est important. Il me reste 3 minutes et je pourrais encore vous parler pendant très longtemps. Donc, que vous dire, peut-être sur les enseignements, c'est que, c'est pas facile. C'est épuisant, c'est crevant avec ces projets. Entre Règles élémentaires et Commune, j'ai levé des millions, j'ai embauché une vingtaine de personnes, j'ai reçu des prix à l'appel, j'ai eu je sais pas combien d'articles de presse, j'ai été invitée à des super conférences comme ça, mais surtout, j'ai prêché dans le désert, j'ai galéré, j'ai écourté mes nuits, j'ai annulé mes séances de sport, j'ai flirté avec mes limites et continue de flirter avec mes limites beaucoup plus que je ne l'aurais souhaité. J'ai extrêmement peu de visibilité dans mon quotidien. Je navigue à vue, y compris dans les tempêtes, que ces tempêtes, elles sont multiples et que rien n'est jamais acquis. Aujourd'hui, je suis invitée sur cette scène From Zero to One, mais la viabilité d'un projet n'est jamais acquise. On peut passer de one to zero, et j'en sais quelque chose parce que on a dû soulever des montagnes avec Commune. On continue d'en soulever, et la réalité, c'est que aujourd'hui encore, malgré notre renommée, malgré le fait qu'on a un premier projet, malgré le fait qu'on ait exécuté comme on avait prévu, etc., qu'on ait une équipe extraordinaire,
il y a une conjoncture, il y a un contexte. Aujourd'hui, on affronte une tempête alors qu'on est en train de refaire une levée de fonds. On paye les pots cassés aussi du secteur, d'un WeWork, d'un Mastéos, enfin plein de choses en fait, que vous ne contrôlez pas. Donc, dans ces situations, il faut vraiment, là encore, revenir aux fondamentaux, revenir sur les gens auprès de qui vous pouvez parler, être en confiance, raconter vos problèmes autant que vos succès, ne pas s'inquiéter du fait que peut-être on va vous voler votre idée, on va diffuser votre information. Voilà. La réalité, c'est que c'est dans l'échange que vous aurez le plus de ressources. Et après, moi, c'est quelque chose de très personnel et je sais que plein d'entrepreneurs et d'entrepreneuses ne font pas ça. Mais moi, j'ai vraiment à chaque fois embarqué tous mes proches dans mes projets. Donc, c'est pas facile. Aujourd'hui, dans nos invests chez Commune, Ruben et moi, on a nos frères et sœurs, des anciens profs, mon ancienne maîtresse de stage, etc. Mais c'est aussi, en fait, vous savez vous-même ce dont vous avez besoin. Et pour nous, en tout cas, pour affronter ces tempêtes, c'était essentiel d'avoir ce réseau solide et là au quotidien. Et j'ai déjà dépassé mon temps, donc en fait, en conclusion, innover, c'est important. Innover radicalement, c'est dur, mais c'est extrêmement gratifiant. On se dit souvent que le changement, les autres vont le faire, mais en fait, le changement, ça passe par nous. Et la réalité, c'est que si vous identifiez une problématique, que vous faites une étude de marché un peu solide et que vous voyez qu'il y a un trou dans la raquette quelque part, vous avez tout à gagner à essayer d'aller adresser le problème, d'aller améliorer l'existant. Et même si vous échouez, vous allez apprendre tellement sur le chemin que le jeu en vaut la chandelle. Après, pour plein de raisons, et y compris parfois familiales, financières, vous n'avez peut-être pas la possibilité ou le luxe d'entreprendre, mais vous pouvez le faire différemment et vous pouvez le faire en soutenant des personnes qui entreprennent radicalement. Et ça, c'est un autre des combats que je porte, mais c'est qu'il y ait plus de représentativité dans l'écosystème de financement. Et chacune, vous avez le pouvoir d'investir dans des projets dans lesquels vous croyez, de soutenir des entrepreneurs et des entrepreneuses qui œuvrent pour le bien commun. Et voilà. Et en fait, l'investissement est beaucoup plus accessible que vous ne le pensez. Nous, on a fait une première levée où les gens pouvaient investir à partir de 5 000 €. Il y a plein de plateformes aujourd'hui qui existent. Donc vraiment, n'hésitez pas. Donc, soit à entreprendre vous-même, soit à soutenir des gens qui le font. Et merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Merci beaucoup.